Soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, aujourd'hui dans la forêt tropicale de Leipzig. Enfin, plus exactement, au zoo de Leipzig. Oui, car qu'on se trouve sous les tropiques ou en Allemagne, notre planète regorge d'animaux pour le moins singuliers. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est « Mais à quoi pensait donc Mère Nature ?» La nature a conquis notre planète Terre jusque dans ses plus sombres recoins. Tout de suite, nous allons vous présenter un de ses habitants des ténèbres, le proté-anguillard. C'est sous une voie rapide de Kranj, en Slovénie, que se trouve le laboratoire souterrain de Tular. Bien à l'abri de la lumière du jour, Gregor Aljancic et Magdalena Naparuch y élèvent une espèce particulièrement menacée. Le proté-anguillard. Impossible de filmer ces créatures particulièrement photosensibles autrement qu'au moyen d'une caméra infrarouge. Elles font partie des animaux les plus rares mais également les plus étranges de notre planète. Nues et aveugles, elles évoluent dans les eaux souterraines. C'est un animal extrêmement délicat et absolument irréel. Il a l'air de venir d'un autre monde, et c'est le cas car les grottes forment un monde à part. C'est formidable de pouvoir les observer. Ils ont tellement de choses à nous révéler. Notamment le secret de leur exceptionnelle longévité. Découverts dès le XVIIe siècle, on a d'abord pris les proté-anguillards pour des bébés dragons. Mais leur apparence juvénile est trompeuse. Ils peuvent apparemment vivre plus d'1 siècle sans changer d'apparence, ou presque. C'est le père de Grégor qui a rapporté ici, il y a près d'un demi-siècle, les premiers proté-anguillards pour les étudier. La plupart sont encore en vie et se sont même reproduits. Il n'y a qu'ici et dans un laboratoire français des Pyrénées que des scientifiques ont réussi à élever cette espèce hors du commun. Les protés pondent des œufs, mais en milieu naturel, nous n'avons jamais vu d'œufs ou de larves de moins de 4 cm. Dans son laboratoire, Grégor est parvenu à observer une seule fois un événement extrêmement rare, l'éclosion d'un proté-anguillard. L'autre problème, c'est que selon nos observations réalisées en laboratoire, il semblerait que les femelles protés ne se reproduisent que tous les 6 à 8 ans. Leur cycle de reproduction est donc extrêmement long. Difficile toutefois de déterminer si ces observations s'appliquent aux proté-anguillards en milieu naturel. Ils vivent dans les grottes souterraines très reculées, par exemple celle de Postojna, dans le nord des Alpes dinariques. Jusqu'à 5000 touristes visitent chaque jour la partie accessible de ces grottes. Le temps fort de la visite, l'aquarium. Ici, tout le monde peut observer les proté-anguillards. Leurs faces dépourvues d'yeux, leurs branchies rouges et leurs courtes pattes ne manquent jamais de susciter la perplexité. Toutes les 4 semaines, les 8 protés de l'aquarium reçoivent des amphipodes en guise de repas, le grand luxe. Mais en cas de nécessité, ils peuvent survivre jusqu'à 6 jours sans nourriture. L'élevage des proté-anguillards fait l'objet d'une réglementation sévère, mais n'est pas en parfaite adéquation avec l'espèce. La lumière représente en effet un problème de taille. Elle fonce la couleur de leur peau hautement sensible, mais permet aux touristes de venir les admirer. En contrepartie, les spécimens retranchés dans les grottes les plus reculées ne sont pas dérangés. Seuls les scientifiques y ont accès. Le plus souvent possible, Magdalena et Grégor accompagnent le biologiste Slavko Polak dans le labyrinthe de galeries souterraines de Postojna. C'est d'ici que sont originaires les proté-anguillards de leur laboratoire. Aujourd'hui, il est interdit de prélever des animaux dans leur milieu naturel. Mais rien n'empêche les experts d'observer leurs protégés en liberté. Le guide conduit le petit groupe dans les profondeurs des grottes. Il y fait sombre, froid et humide. Au terme d'une longue marche, ils atteignent enfin un lac souterrain. Soudain, un mouvement attire leur attention. Un jeune proté-anguillard. Nous sommes autorisés à allumer brièvement la lumière. Le teint brillant et translucide typique de ces animaux est parfaitement visible. Sous la peau, on distingue même le sang et les entrailles.
Ce proté-anguillard n'est pas en gestation. Grégor estime son âge à une quinzaine d'années. Il a encore une longue vie devant lui. Cette longévité est peut-être due à leur environnement très stable. Il offre suffisamment de nourriture et n'est pas soumis au rythme des saisons. C'est peut-être pour cette raison qu'ils vivent aussi longtemps. Comment les proté-anguillards défient-ils le temps? Comment se reproduisent-ils en milieu naturel et à quoi ressemblent leurs petits? Autant de questions pour l'instant sans réponse. Une chose est sûre, la pollution de l'eau et les perturbations causées par l'homme ont anéanti la population de protés dans de nombreuses grottes. Pas question donc de déranger plus longtemps ce spécimen. L'excursion est terminée. Grégor, lui, est satisfait. Il est très important pour nous de venir ici de temps en temps. L'observation au milieu naturel constitue la base de nos recherches. Cela nous permet ensuite de reproduire ce que nous avons observé lors d'expériences en laboratoire. Même si les scientifiques ne rentrent pas fort de nouvelles connaissances, cette excursion aura permis de constater que l'écosystème de Postojna est toujours intact. C'est bien que la nature recèle autant d'animaux bizarres, et encore mieux qu'il y ait des gens pour les protéger. Nous nous apprêtons justement à rencontrer une de ces personnes. Ah ah, vous n'êtes pas tout seul. Bonjour, du coup je ne vous serre pas la main. Bonjour. Salut toi. Vous pouvez lui serrer la patte? Bonjour. Monsieur Schmidt, vous hébergez ici de nombreux animaux extraordinaires, comme cette tortue par exemple. Elle ressemble un peu à nos tortues du sud de la France, mais 5 fois plus grosse. De quel animal s'agit-il exactement? C'est une tortue brune, aussi appelée Manouria emis, la plus grande du continent asiatique. Et qu'a-t-elle de particulier cette tortue? La particularité de cette tortue brune, c'est qu'elle est la seule tortue qui élève ses petits. Elle fait son nid, pond ses œufs à l'intérieur et les deux membres du couple, le mâle comme la femelle, surveillent le nid et chassent les ennemis qui s'y aventurent. C'est unique chez les tortues. Les autres pondent tout simplement leurs œufs dans le sol sur la plage, rebouchent le nid avec du sable et repartent tranquillement. Une carapace de ce genre est inhabituelle dans le règne animal. Comment les tortues en sont-elles arrivées à développer ça? Les premières tortues sont apparues il y a environ 220 millions d'années. Elles descendent des cotylosaures, ces tout premiers reptiles chez lesquels les ponts osseux se sont élargis pour former cette carapace fixe. C'est un peu comme une armure dans laquelle la tortue peut se réfugier. Les tortues ont donc survécu à ces 220 millions d'années, tandis que les dinosaures se sont éteints. Au cours des millénaires, les tortues ont toujours réussi à s'adapter. Elles ont survécu à plusieurs changements climatiques, à plusieurs glaciations. Aujourd'hui, on en trouve sur tous les continents et dans tous les écosystèmes. Il y en a dans le désert, dans la savane, dans la forêt tropicale, bref, absolument partout. C'est génial. Je crois qu'elle a envie de se dégourdir les pattes. On la laisse s'en aller? Oui, oui. Attention. Prêt? Partez! Ciao, petite tortue. Ces grands yeux de velours me rappellent quelqu'un de ma connaissance. De quel genre d'animal s'agit-il? C'est un loris nain, et c'est vrai qu'il a de très grands yeux. Ils lui permettent de capter énormément de lumière, une capacité qu'il a développée pour s'adapter à la vie dans l'obscurité. C'est un animal nocturne, qui utilise donc le peu de lumière pour voir le mieux possible. Et qu'a-t-il encore de particulier? C'est l'un des rares primates venimeux. C'est vrai? Il a des crocs empoisonnés? Non, ces crocs ne sont pas empoisonnés. En revanche, il possède des glandes à venin ici.
à l'intérieur de la partie supérieure de son bras. Il peut par exemple se frotter la tête contre ses glandes ou bien également passer ses dents dessus, ce qui rend sa morsure venimeuse. Il peut aussi répandre le venin sur toute sa fourrure grâce à sa salive. Et lorsqu'un prédateur le mord, le loris a tellement mauvais goût qu'il le lâche immédiatement. Ça vous dit de nourrir la petite bête? Avec plaisir. Alors on va passer derrière. Ce loris est décidément un étrange petit personnage. En Asie, son espèce est malheureusement menacée. Comme il est plutôt mignon, les gens en font volontiers un animal de compagnie. En outre, il porte bonheur en mer. Enfin, on pense à tort qu'il s'agit d'un remède miracle et que sa fourrure accélère la guérison des blessures lorsqu'on l'applique directement sur les plaies. Un autre animal étrange pourrait bien nous aider à nous soigner. Et il ne s'agit pas d'un mythe puisque les scientifiques eux-mêmes l'affirment. Lorsque l'axolotl se retrouve avec une patte en moins, par exemple après l'attaque d'un prédateur, il fait étalage de ses capacités uniques. Contrairement à tous les autres vertébrés, il est en mesure de renouveler en quelques semaines les membres perdus, nerfs et muscles compris. Mieux encore, certaines parties du cœur, du cerveau et de la colonne vertébrale peuvent également repousser. Des super-pouvoirs qui font rêver les chercheurs. Dans le monde entier, de nombreuses équipes tentent de percer les secrets de ce petit amphibien. Voici l'homme qui a découvert l'axolotl au Mexique, le naturaliste Alexander von Humboldt. Il l'a ramené avec lui en Europe en 1804. À l'aquarium du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ces deux femelles ont à l'époque fait sensation. L'axolotl mesure près de 30 cm de long et passe sa vie dans l'eau. Pour respirer, il utilise ses branchies en forme de fougère. Ce sont les Aztèques qui ont donné ce nom étrange à cette salamandre mexicaine. Axolotl, le monstre marin. La particularité de cet animal, il passe toute sa vie à l'état larvaire et ne devient donc jamais adulte, ce qui ne l'empêche pas d'atteindre la maturité sexuelle. Sa thyroïde ne peut produire les hormones indispensables à sa métamorphose. Cette défaillance constitue malgré tout un avantage de taille. L'axolotl est en effet capable de se régénérer rapidement et intégralement. À Dresde, des chercheurs en biologie moléculaire tentent de comprendre comment cette créature réussit à se régénérer de la sorte. Ils veulent découvrir ce qui se passe précisément lorsqu'elle se reconstitue. Chose étonnante, lorsque l'axolotl est blessé, seules quelques cellules sont responsables du renouvellement d'un membre. Si nous voulons comprendre comment les cellules régénératrices parviennent à changer leur génome, à activer de nouveaux gènes et à produire de nouvelles protéines qui vont stimuler la reconstruction, il nous faut d'abord les identifier. Nous avons donc marqué les différentes cellules candidates afin de déterminer quelles sont ces cellules qui se multiplient et fabriquent de nouveaux tissus. Pour identifier les cellules régénératrices, les scientifiques marquent différents types de cellules dans les œufs d'axolotl. Ils peuvent suivre les candidats potentiels puisque le marquage va persister au cours de la croissance de l'animal. Le résultat est bluffant. Le développement des cellules de l'amphibien est bien plus proche du processus humain qu'on ne le pensait. Encore mieux, la cicatrisation de l'axolotl évoque le développement de l'embryon humain. À
À la surface de la plaie se forme une sorte de peau embryonnaire. C'est le début de la régénération. Si l'axolotl parvient à se régénérer de la sorte, c'est parce qu'en cas de blessure à un membre ou à la queue par exemple, il se produit un phénomène très spécial. Le tissu lésé est capable de produire des cellules souches. Ces cellules savent à quel endroit du corps elles se trouvent et quels sont les tissus lésés qu'elles doivent fabriquer. C'est comme ça qu'elles parviennent à reconstituer un membre ou la queue de l'animal. Les chercheurs rêvent déjà de mettre les facultés du petit amphibien au service de la médecine. Voilà qui pourrait un jour permettre de soigner les lésions de la colonne vertébrale ou de reconstruire de nouveaux membres. L'axolotl fournit ainsi une précieuse base pour la recherche sur les cellules souches humaines. Nous possédons des cellules souches dans de nombreux tissus de notre corps. La question cruciale pour l'avenir, c'est de savoir si les cellules souches dont dispose l'être humain sont elles aussi capables de se régénérer. La recherche sur l'axolotl est capitale, car elle nous montre quelles propriétés possède une cellule souche capable de régénération. Malheureusement, le petit amphibien est menacé d'extinction, du moins en milieu naturel. Les derniers spécimens vivent dans 2 lacs très pollués de Mexico. Mais étant donné la valeur que représente l'axolotl pour la communauté scientifique, son espèce est pour l'instant assurée de survivre dans les aquariums de recherche du monde entier. C'est chouette de voir tout ce que la recherche peut apprendre d'un petit amphibien. Oui, et à présent, nous nous trouvons dans la salle de préparation des aliments du zoo de Leipzig pour confectionner le menu du jour des tapirs à Brachak. À Chabrac. Tapirs à Chabrac. Ouais, rien que leur nom, c'est déjà tout un poème. À table! Ils ont vraiment un drôle de pelage. C'est un avantage dans la forêt tropicale. Il leur sert de camouflage. À première vue, on a du mal à le croire, car le tapir à Chabrac, aussi appelé tapir de Malaisie, paraît plutôt voyant avec sa robe noire et blanche. Mais dans la forêt tropicale, où le soleil apparaît entre les arbres et crée des jeux d'ombre et de lumière, les motifs du tapir à Chabrac ont tendance à se fondre dans le décor, ce qui lui permet d'être parfaitement camouflé. C'est encore plus efficace chez les petits âgés de 4 ou 5 mois, avant qu'ils ne changent de couleur. Lorsqu'ils sont allongés sur le sol de la forêt tropicale, on ne les voit carrément plus du tout. Parce que les petits sont encore plus vulnérables. Ils sont bien plus délicats et plus menacés. Donc cette particularité leur est utile. Absolument. Et est-ce que leur trompe constitue aussi une adaptation à leur milieu? Plutôt à leur mode de vie. La trompe leur sert à attraper des feuilles, mais surtout elle fait office de tuba. Le tapir est un excellent nageur et un très bon plongeur. En Asie du Sud, il est souvent menacé par les tigres et les léopards. En cas de danger, il peut donc se réfugier dans l'eau et plonger. Il utilise alors sa trompe pour respirer et rester longtemps sous l'eau. Et ils ont aussi un ami en la personne de cet oiseau qui passe son temps à jouer avec eux. De quelle espèce s'agit-il? C'est un vanneau-soldat, originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Il porte une sorte de masque jaune, comme une languette jaune collée sur son visage. En allemand, on l'appelle d'ailleurs vanneau masqué. Sympa, les drôles de bestioles s'attirent entre elles. C'est vrai. Et justement, quand on parle de drôles d'oiseaux... Notre planète compte près de 10 000 espèces d'oiseaux. Et aucune autre classe d'animaux ne présente une telle diversité visuelle. Mais pourquoi un tel défilé de mode de la part de nos amis à plumes? Cette grue, par exemple, à quoi lui sert cette magnifique crête de punk? Ou bien le marabout, pourquoi une si petite tête emmanchée d'un si long bec?
L'émeu, lui, est incapable de prendre son envol. Avec un tel plumage, il pourrait facilement passer pour un épouvantail à moineaux. Alors, tout cela n'est-il que caprice de la nature? Manfred Ziering a lui aussi voulu comprendre pourquoi le monde est peuplé de tant de drôles d'oiseaux. Pour cela, il a sillonné de nombreux pays au cours des 50 dernières années. Pour lui, l'émeu représente la preuve que les singularités de ces étranges bêtes à plumes ont une raison d'être. L'émeu est le plus gros oiseau d'Australie. Il peut atteindre jusqu'à 1,90 m de haut. Après l'autruche africaine, il est le deuxième plus gros oiseau coureur de la planète. Dans son pays, il peut parcourir de très longues distances. Il faut dire que depuis des millions d'années, l'émeu a dû affronter des conditions météorologiques extrêmes, ce qui a eu des conséquences sur son plumage. Ce plumage rappelle un peu l'épais manteau des bergers. Il protège parfaitement l'oiseau des rayons du soleil qui est très haut en Australie. Et d'un autre côté, il le protège également lors de la mousson. Il peut en effet pleuvoir à verse pendant des semaines et un oiseau a besoin d'un plumage adapté. Cette étrange robe à plumes est donc un pur produit de l'évolution. Tout comme ses grandes et puissantes pattes qui lui permettent d'atteindre des vitesses de pointe de 50 km/h. Car quand on ne sait pas voler, autant savoir courir, que ce soit pour chasser ou s'enfuir. Par exemple en cas d'attaque d'oiseaux de proie ou d'incendie de forêt. Et maintenant, place à la grue couronnée d'Afrique. L'oiseau le plus punk de la création ne se sert pas seulement de ses ailes pour voler. C'est également un danseur hors pair, en particulier lorsqu'il cherche un partenaire. Mais pourquoi un tel couvre-chef au juste? La grue couronnée se distingue par un langage corporel très excentrique. Ces oiseaux s'accroupissent, écartent les ailes, tendent le cou et lancent des cris retentissants. Quant à ce toupet de plumes, il n'est pas sans évoquer le chapeau en poil de chamois, et il a pour but d'accentuer encore les mouvements de la tête. L'évolution a encore frappé. Il ne s'agit pas d'une danse frénétique, mais bien d'une façon de faire étalage de ses gènes. Le plus fort est aussi le plus remuant, et finit toujours par décrocher la meilleure compagne. Le marabout, lui, n'a rien d'un roi de la piste de danse. Il reste planté là, sans bouger d'un cil, comme s'il rêvassait. Mais cette impression est trompeuse. En réalité, le marabout chasse à l'affût. Il peut frapper à la vitesse de l'éclair. Son énorme bec est l'instrument idéal pour cette technique de chasse. Ses proies, des poissons, mais également des serpents venimeux tels que les cobras ou les mambas. Toutefois, il arrive que la quête d'une proie lui paraisse un peu trop fatigante. Il profite alors de la présence de ses voisins, les pélicans, qui lorsqu'ils chassent, lui rabattent les poissons pratiquement sous le bec. Ce sont des oiseaux très imposants. Tout comme le marabout, le pélican rose vit notamment en Afrique de l'Est. Et ces deux espèces cohabitent étroitement. Avec leur bec puissant terminé par un ongle très coupant et leur poche extensible, les pélicans roses peuvent sortir directement les poissons des eaux calmes et les engouffrer dans leur poche. Oh, il doit s'agir d'un bucorve. C'est aussi un oiseau africain très extravagant, muni d'un très long bec. Celui-ci est un peu courbé, avec une protubérance. Avec le cri qu'il lance durant la pariade, on ne peut pas le rater. Il doit être quelque part par ici. Une fois les couples formés, les bucorves passent toute leur vie ensemble. Leur cri perçant retentit sur des kilomètres. Grâce à lui, les couples monogames restent en contact et se retrouvent sans encombre le soir venu. À force d'observer les oiseaux un peu loufoques, Manfred Ziering a pu tirer une conclusion. Même si la nature semble parfois un peu farceuse, il y a toujours une raison à cela. C'est le principe de l'évolution.
Oui, la nature a besoin d'un peu de variété. C'est comme Dirteux. Elle est un peu farfelue, mais ça a toujours un sens. Oui, mes vêtements et mes cheveux s'adaptent toujours à mon environnement, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, on a rencontré pas mal de créatures étranges, avec plaisir d'ailleurs. Et quand on aime, on protège. Car bon nombre de ces animaux sont déjà menacés d'extinction. Oui, mais il n'est pas trop tard pour sauver la diversité et la différence au sein du règne animal. Alors vous aussi, gardez un grain de folie. À la prochaine, ciao. Restez curieux évidemment. Au revoir.